Au cours de l'hiver 1363, le Rhin près de Mayence gela complètement pendant 70 jours consécutifs. Les habitants de Cologne s'aventurèrent sur la glace, non seulement pour tester sa solidité, mais pour organiser un marché entier sur la surface gelée de ce qui avait été, quelques semaines auparavant, l'une des voies navigables les plus fréquentées d'Europe. Pendant le petit âge glaciaire, même la lagune de Venise se transforma en glace à plusieurs reprises, un phénomène qui aurait dû être impossible sous le climat méditerranéen. L'estuaire du Rhône gela. Même les côtes atlantiques, près de Bordeaux, balayées par les courants océaniques, furent prises par les glaces. À travers l'Europe continentale, de décembre à mars, les grands lacs et les grandes rivières devinrent des paysages de glace. Les animaux périrent dans les champs, les récoltes gelèrent dans le sol. Et pour les gens qui furent témoins de ces gels catastrophiques, une question s'imposait par-dessus tout. Comment allaient-ils se procurer de l'eau? Non pas pour le luxe, ni pour la commodité, mais pour les besoins fondamentaux de la survie. Boire, cuisiner, brasser, soigner les animaux, maintenir ne serait-ce que l'hygiène la plus élémentaire. L'eau, c'est la vie même, et lorsque tout gela, les communautés médiévales firent face à une crise qui pouvait faire la différence entre la survie et la catastrophe. Dans cette vidéo, vous découvrirez les 10 méthodes ingénieuses que les peuples médiévaux ont développées pour accéder à l'eau dans les conditions hivernales les plus rudes. Vous découvrirez les principes d'ingénierie sophistiqués qu'ils maîtrisaient, des principes que nous utilisons encore aujourd'hui, depuis les puits forés bien en dessous de la ligne de gel jusqu'au système de tunnels souterrains qui défiaient le froid. Nous explorerons comment les monastères ont construit des réseaux de citernes élaborés, comment les villes flamandes ont développé les premiers navires brise-glace et comment les villageois ordinaires ont organisé des systèmes communautaires qui ont maintenu en vie des communautés entières. Au fil de votre découverte, vous rencontrerez une vérité inattendue. Les peuples médiévaux n'étaient pas des victimes impuissantes subissant la fureur de l'hiver. C'étaient d'habiles ingénieurs, des planificateurs prudents et des communautés coopératives qui comprenaient la physique, la thermodynamique et l'organisation sociale d'une manière qui remet en question tout ce que nous pensons savoir sur les prétendus âges sombres. Des sources thermales de Hongrie aux puits à neige d'Espagne, des canates de Sicile aux brise-glaces des brasseurs d'Amsterdam, vous verrez un monde bien plus sophistiqué que ne le suggère l'imaginaire populaire. Les solutions allaient de l'élégamment simple, faire fondre la neige dans l'âtre du foyer, à l'étonnamment complexe, comme des aqueducs souterrains qui transportaient l'eau sur des kilomètres sans geler. Ce que vous êtes sur le point de découvrir révèle une vérité fondamentale. Lorsque la survie dépend de l'ingéniosité, la créativité humaine ne connaît aucune limite. La question de savoir comment les communautés médiévales accédaient à l'eau lorsque les températures chutaient n'était pas un problème occasionnel, nécessitant des solutions improvisées. C'était une crise récurrente qui a façonné l'architecture, la technologie et l'organisation sociale de toute une civilisation. La période connue sous le nom de Petit âge glaciaire, qui a commencé aux alentours de l'an 1300 et s'est poursuivie jusqu'au milieu du 19e siècle, a apporté à l'Europe des hivers d'une sévérité sans précédent. Les températures moyennes ont chuté de 2 degrés Celsius dans les îles britanniques. Un changement qui semble modeste, jusqu'à ce que l'on réalise que cela signifiait que des rivières qui avaient coulé librement pendant des siècles gelaient désormais complètement pendant des mois. Au début des années 1300, la mer Baltique a entièrement gelé, non pas une, mais 2 fois, en 1303, puis de 1306 à 1307. L'hiver de 1317 à 1318
qui fait partie d'une période connue sous le nom d'anomalie dantesque, a apporté un froid si mordant que des milliers de bovins ont gelé sur place et le transport maritime a été immobilisé dans tout le nord de l'Europe. Il ne s'agissait pas d'anomalies rares, c'était la nouvelle réalité. Sans un accès fiable à l'eau, il ne pouvait y avoir ni boisson, ni cuisine, ni brassage de la bière qui servait de subsistance plus sûre que l'eau contaminée, ni soins pour les animaux qui représentaient la richesse d'une famille, ni maintien de l'hygiène la plus rudimentaire. Les enjeux n'auraient pas pu être plus élevés, et les preuves montrent que l'ingéniosité médiévale s'est montrée à la hauteur, d'une manière qui dépasse de loin les attentes modernes. La solution la plus fondamentale aux sources d'eau gelée révèle quelque chose de remarquable sur les connaissances médiévales. Ces bâtisseurs et ingénieurs comprenaient des principes de géologie et de thermodynamique que nous supposons souvent avoir été découverts bien plus tard. Ils connaissaient, sans le bénéfice de la terminologie scientifique moderne, ce que nous appelons aujourd'hui la ligne de gel, la profondeur en dessous de laquelle la température du sol descend rarement en dessous de zéro. Il ne s'agissait pas de sagesse populaire ou de suppositions chanceuses. C'était une connaissance observable, reproductible, transmise de génération en génération et affinée par l'expérience pratique. La science que les puisatiers médiévaux comprenaient peut être énoncée simplement. La Terre maintient une température assez constante en dessous d'une certaine profondeur, indépendamment de ce qui se passe en surface. Dans la plupart des régions tempérées d'Europe, la ligne de gel se situe à environ 1,20 m de profondeur. Dans le Grand Nord, des régions équivalentes au Minnesota moderne ou aux Highlands d'Écosse, cette profondeur passe à 1,50 m ou plus. En dessous de ce seuil, le sol maintient une température stable tout au long de l'année, réchauffée par la chaleur géothermique propre à la Terre et isolée de l'air glacial en surface. L'eau en contact avec cette terre, même au cœur de l'hiver le plus rude, reste liquide et accessible. Les bâtisseurs médiévaux n'avaient pas besoin de comprendre les équations thermodynamiques. Ils avaient simplement besoin d'observer que les puits creusés assez profondément ne gelaient jamais complètement, et ils ont construit leur infrastructure hydraulique en conséquence. La construction des puits de châteaux représente peut-être l'application la plus ambitieuse de cette connaissance. Les châteaux, construits en hauteur à des fins défensives, se dressaient souvent sur un substrat rocheux solide à une altitude considérable. Pour atteindre les strates géologiques aquifères en dessous, ces puits devaient être creusés à des profondeurs extraordinaires, nécessitant parfois des décennies de travail pour être achevés. La technique de construction elle-même révèle une pensée d'ingénierie sophistiquée. Les ouvriers construisaient une paroi de séparation en bois dans le puits au fur et à mesure qu'ils creusaient, créant un système à double chambre. Les interstices de cette paroi étaient soigneusement bourrés de paille et scellés avec de la poix pour les rendre étanches à l'air. Au-dessus d'une des chambres, ensaillie comme une cheminée, ils construisaient un foyer. L'air chauffé s'élevant de ce feu créait une circulation dans tout le puits, aspirant de l'air frais par l'autre chambre jusqu'aux ouvriers qui travaillaient loin en dessous. Ce système de ventilation ingénieux résolvait le problème mortel du manque d'oxygène tout en rendant le travail exténuant légèrement plus supportable. Les puits eux-mêmes étaient généralement revêtus, non seulement pour éviter l'effondrement, mais aussi pour empêcher la contamination par les douves ou les latrines de s'infiltrer dans l'eau potable. Cette attention portée à la qualité de l'eau démontre que les bâtisseurs médiévaux comprenaient plus que la simple mécanique pour éviter le gel. Ils saisissaient des principes d'hydrologie et d'assainissement qui ne seraient pas formellement codifiés avant des siècles. L'avantage pratique de ces puits profonds pendant l'hiver était simple mais salvateur. Seule la surface de l'eau gelait, une fine couche de glace qui pouvait être facilement brisée avec une perche ou même un seau lâché d'en haut.
Les puits étaient équipés de couvercles qui devaient être fermés lorsqu'ils n'étaient pas utilisés, protégeant l'eau de la contamination et réduisant la surface exposée à l'air glacial. Même pendant les hivers les plus brutaux rapportés dans les chroniques médiévales, ces puits profonds maintenaient l'accès à l'eau liquide. Ils constituaient l'épine dorsale de l'infrastructure hydraulique des châteaux, des monastères et des villages prospères, la source fiable que tout le reste venait compléter. Mais les puits profonds exigeaient plus que de la simple détermination. Ils nécessitaient une géologie appropriée, des puisatiers qualifiés, et souvent des années d'efforts et de dépenses soutenues. Tous les endroits ne pouvaient pas supporter une telle construction, et toutes les communautés ne pouvaient pas se le permettre. Pour ceux qui avaient la chance de vivre dans certains lieux bénis, la nature elle-même offrait une solution encore meilleure, une solution qui ne nécessitait aucun creusement. Les eaux souterraines émergeant sous forme de sources naturelles transportent avec elles la température relativement stable de l'aquifère d'où elle provient. Cette eau, ayant voyagé à travers une terre réchauffée par la chaleur géothermique et isolée des températures de surface, peut sembler fraîche au toucher en été, mais reste remarquablement chaude par rapport à l'air hivernal. Le courant lui-même offre une protection supplémentaire contre le gel. L'eau en mouvement nécessite des températures bien plus basses pour se solidifier que l'eau stagnante, car les cristaux de glace ont du mal à se former lorsque les molécules d'eau sont en mouvement constant. Même les sources froides ordinaires, alimentées par des aquifères profonds, maintiennent des températures bien au-dessus de zéro pendant les mois d'hiver. L'eau peut être assez froide pour piquer les mains, mais elle coule librement lorsque les rivières et les puits sont complètement gelés. Pour les communautés assez chanceuses pour vivre près de sources thermales ou chaudes, l'avantage devenait encore plus prononcé. L'eau souterraine chauffée par géothermie, émergeant à des températures comprises généralement entre 45 et 50 degrés Celsius, plus de 110 degrés Fahrenheit, ne gèlerait jamais, quelle que soit la chute de la température de l'air. Ces sources étaient connues depuis l'Antiquité, appréciées tant par les Romains que par les Celtes, mais les communautés médiévales les ont utilisées à des fins qui allaient bien au-delà des bains et de la guérison. La Hongrie offre peut-être l'exemple le plus étendu d'utilisation médiévale des sources thermales. Ce qui allait devenir la « Cité des bains » exploitait ces ressources géothermiques depuis l'époque médiévale, non seulement pour les bains thérapeutiques, mais aussi comme source d'eau fondamentale. En France, la ville de Chaudes-Aigues a fait un usage remarquable de ces sources chaudes à partir du 14e siècle. Les eaux thermales n'étaient pas seulement accessibles pour la boisson, elles étaient canalisées pour chauffer les maisons et même l'église de la ville. Un exemple précoce de chauffage urbain géothermique qui démontre comment les ingénieurs médiévaux pensaient systématiquement l'utilisation des ressources. À Plan de Phasie, des eaux curatives appréciées depuis l'Antiquité ont continué à être utilisées tout au long du Moyen Âge, servant à des fins à la fois médicinales et pratiques. En Italie, les sources d'eau thermale de San Cassiano dei Bagni, d'abord développées par les Étrusques, ont maintenu un fonctionnement continu pendant la période médiévale, leur chaleur fiable les rendant inestimables pendant les hivers rigoureux qui frappaient même la péninsule italienne normalement tempérée. La christianisation de ces sites révèle une autre dimension de la culture de l'eau au Moyen Âge. Les sites sacrés païens, fréquemment situés près de sources et de points d'eau, furent systématiquement transformés en puits sacrés chrétiens. Il ne s'agissait pas d'une simple appropriation religieuse. Cela représentait une reconnaissance pratique que ces sources d'eau détenaient un pouvoir réel, non pas un pouvoir surnaturel, mais le pouvoir très concret de maintenir la vie lorsque d'autres sources faisaient défaut. En sanctifiant ces sources,
l'Église assurait leur protection et leur entretien, tout en donnant aux communautés un cadre religieux pour organiser l'accès à ce qui était, fondamentalement, une ressource de survie. Le puits sacré remplissait des fonctions à la fois spirituelles et pratiques, offrant des destinations de pèlerinage qui se trouvaient également proposer une eau fiable et non gelée pendant les mois les plus sombres de l'hiver. Ces sources naturelles, qu'elles soient thermales ou simplement issues de nappes profondes, partageaient un avantage crucial. Elles ne nécessitaient aucun entretien complexe, aucune organisation communautaire au-delà de simples accords d'accès, aucune infrastructure technologique autre qu'un simple bassin de collecte. La nature fournissait l'ingénierie, et les communautés médiévales acceptaient le cadeau avec gratitude. Mais les sources thermales et les sources froides fiables n'existaient que dans des endroits géologiquement favorisés. Pour les régions sans de tels avantages naturels, et cela concernait la majeure partie de l'Europe médiévale, l'ingénierie humaine devait se substituer à la chance géologique. La solution qu'ils adoptèrent provenait d'une technologie qui avait été perfectionnée à des milliers de kilomètres à l'est, transportée vers l'ouest le long de la route de la soie et à travers l'expansion de la civilisation islamique. Parmi les technologies hydrauliques les plus sophistiquées employées dans l'Europe médiévale se trouvaient des systèmes dont la plupart des gens n'ont jamais entendu parler. Les cannates, des aqueducs souterrains qui amenaient l'eau de sources éloignées vers les villes et les fermes, sans l'exposer à l'ère glaciale. La technologie elle-même était ancienne, développée environ 3000 ans plus tôt en Iran, mais sa diffusion vers l'Ouest a représenté l'un des grands transferts de technologie de la période médiévale. Connus sous différents noms dans différentes régions. Kharez en Afghanistan et au Pakistan, Foggara en Algérie, Kethara dans les montagnes de l'Atlas, Falaj à Oman et aux Émirats arabes unis, ces systèmes partageaient un principe commun. Utiliser la gravité pour déplacer l'eau à travers des tunnels souterrains, la protégeant de l'évaporation, de la contamination et du gel. L'ingénierie derrière un canal démontre une compréhension remarquable de l'hydrologie et de l'arpentage. La construction commençait par le puits-mère, un puits profond creusé de 20 à 200 mètres pour atteindre la nappe phréatique ou un aquifère souterrain. À partir de cette source, les ingénieurs traçaient un tunnel en pente douce menant vers la ville ou les terres agricoles qui avaient besoin d'eau. La pente devait être précise, assez raide pour assurer un débit constant, mais assez douce pour éviter l'érosion et le coup de bélier. Le long du tracé de ce tunnel souterrain, les ouvriers creusaient des puits d'accès verticaux à intervalles réguliers, créant un motif paysager distinctif visible d'en haut. Une ligne de puits circulaire ou de monticules s'étendant à travers la campagne, marquant le chemin de l'eau invisible s'écoulant en dessous. Ces puits verticaux servaient à plusieurs fins pendant la construction: évacuer la terre excavée, fournir une ventilation aux puisatiers travaillant sous terre et permettre à plusieurs équipes de travailler simultanément sur toute la longueur du tunnel. Une fois terminé, ils fournissaient un accès pour l'entretien et les réparations. L'avantage hivernal des systèmes de canats était absolu. Toute l'infrastructure se trouvait sous terre, isolée par des couches de terre des températures glaciales de la surface. La température constante maintenue sous la surface signifiait que l'eau coulait aussi facilement en janvier qu'en juillet. Il n'y avait aucune exposition à la surface, aucun canal qui pouvait geler, aucun besoin de briser la glace ou de toute autre intervention hivernale. Le débit continu lui-même offrait une protection supplémentaire contre le gel, car l'eau en mouvement résiste à la formation de glace même lorsque les températures descendent en dessous du point de congélation. Pour les communautés qui avaient investi dans la construction de canats,
la pénurie d'eau en hiver devenait un problème résolu. Le système ne nécessitait aucun ajustement saisonnier, aucun travail supplémentaire en hiver au-delà de l'entretien de routine nécessaire toute l'année. La diffusion de la technologie des qanats en Europe médiévale s'est faite principalement par deux voies. L'expansion islamique à travers l'Afrique du Nord et dans la péninsule ibérique, et le transfert de connaissances le long des routes commerciales de la route de la soie. À l'époque médiévale, la technologie avait atteint des régions aussi occidentales que le Maroc et l'Andalousie, où elle a transformé l'agriculture et l'approvisionnement en eau des villes dans des régions où les systèmes d'aqueducs romains s'étaient effondrés ou étaient insuffisants. Même la Sicile, ce carrefour des civilisations méditerranéennes, possédait des qanats médiévaux. La capitale sicilienne de Palerme entretenait un vaste système de qanats qui approvisionnait la ville en eau fiable en toute saison, un héritage de la domination islamique que les autorités chrétiennes ont sagement maintenu après la conquête normande. L'Europe chrétienne a développé ses propres variantes de systèmes d'eau souterrains. En 1126, des moines chartreux en Artois, en France, ont foré ce qui est considéré comme le premier puits artésien d'Europe occidentale. Leur technique consistait à utiliser une fine tige munie d'une pointe de coupe en fer dur, frappée à plusieurs reprises avec un marteau pour pénétrer progressivement le sol. Lorsqu'ils ont percé un aquifère sous pression, la pression de l'eau souterraine a forcé l'eau à remonter par le trou de forage sans aucun besoin de pompage. Cela représentait une approche différente du même problème fondamental, accéder à l'eau souterraine profonde qui restait liquide toute l'année, mais elle partageait avec le qanat la compréhension que l'eau sous terre restait à la fois propre et non gelée. Aujourd'hui, des dizaines de milliers de qanats fonctionnent encore dans environ 35 pays. L'Iran seul entretient environ 50 000 qanats, dont les trois quarts restent opérationnels après des siècles, voire des millénaires. Oman compte plus de 3 000 qanats actifs qui approvisionnent encore en eau les communautés et les fermes. La longévité de ces systèmes témoigne de l'excellence de leur ingénierie. Des structures construites par des ouvriers médiévaux continuent de fonctionner avec des modifications minimes dans le monde moderne. Cette technologie, qui a résolu la crise de l'eau en hiver pour les communautés médiévales assez chanceuses pour la posséder, reste pertinente à une époque de solutions de haute technologie, un rappel que les principes fondamentaux de l'ingénierie transcendent les âges technologiques. Alors que les qanats nécessitaient un investissement important en infrastructure et ne pouvaient pas être construits partout, d'autres solutions fonctionnaient à plus petite échelle, apportant des principes de protection similaires à des institutions et des communautés individuelles. L'approche qu'ils ont adoptée était différente, mais l'objectif restait le même. Stocker l'eau sous terre ou dans des espaces clos où le froid de l'hiver ne pouvait pas l'atteindre. Les grandes institutions religieuses et les fortifications de l'Europe médiévale étaient toutes deux confrontées à un défi commun. Elles avaient besoin d'un approvisionnement en eau garantie qui ne pouvait être coupé par un siège, une sécheresse ou des rivières gelées. La solution qu'elles ont développée était la citerne, essentiellement un réservoir souterrain artificiel qui stockait l'eau collectée pendant les conditions favorables pour une utilisation en période de pénurie. Il ne s'agissait pas de simples tonneaux de pluie, mais de structures d'ingénierie sophistiquées, parfois de très grande taille, qui captaient l'eau de multiples sources et la conservaient dans des conditions qui empêchaient le gel même pendant les hivers les plus rudes. La règle de Saint-Benoît, qui régissait l'ordre monastique le plus répandu du Moyen Âge, spécifiait clairement que tout ce qui est nécessaire à la vie devait être disponible à l'intérieur des murs du monastère. L'eau figurait en tête de cette liste de nécessités. Par conséquent, les monastères bénédictins et les maisons cisterciennes qui s'en sont séparées ont développé certains des systèmes de gestion de l'eau les plus avancés de l'Europe médiévale.
Ils choisissaient leur site avec soin, localisant les maisons près des ruisseaux et des rivières lorsque c'était possible, mais ils ne s'arrêtaient pas à l'accès à l'eau naturelle. Ils construisaient des étangs à poissons, à la fois pour la nourriture et comme réservoir d'eau. Ils construisaient des systèmes élaborés de canaux, de tuyaux et de citernes. Les 11e et 12e siècles ont vu une explosion de la construction hydraulique à travers l'Europe, non seulement dans les monastères, mais aussi dans les palais, les manoirs, les hôpitaux et les jardins, à mesure que la connaissance de l'ingénierie hydraulique romaine était redécouverte et développée. La conception des citernes monastiques reflétait une compréhension sophistiquée des principes hydrauliques. Généralement placés sur ou près du sommet des collines, ces réservoirs pouvaient alimenter en eau par gravité divers bâtiments en contrebas, réfectoires, cuisines, infirmeries, lavabos et même jardins et fontaines. Les citernes recueillaient l'eau de multiples sources. L'eau de pluie canalisée depuis les toits, l'eau de source acheminée par des canaux, et parfois l'eau transportée à la main pendant les saisons des pluies spécifiquement pour le stockage. Le monastère de la Pammakaristos à Constantinople en fournit un exemple bien documenté. L'eau de pluie des toits était canalisée par un système de gouttières soigneusement conçu vers des citernes souterraines. Le monastère de la Chora employait un système de collecte similaire. La civilisation byzantine, qui a préservé les connaissances d'ingénierie romaine tout au long de la période médiévale, excellait particulièrement dans la construction de citernes, bâtissant de vastes chambres souterraines avec d'élégants plafonds voûtés qui servaient à des fins à la fois structurelles et esthétiques. Les citernes de châteaux fonctionnaient sur des principes similaires, mais adaptés à l'architecture militaire. Construites dans les murs des tours ou excavées sous les cours de châteaux, ces citernes recueillaient l'eau de pluie provenant de systèmes de drainage de toiture élaborés. Des gouttières se déversaient dans la citerne et des tuyaux distribuaient l'eau stockée aux cuisines équipées de robinets et de canules. Des commodités qui surprennent ceux qui imaginent les châteaux médiévaux comme étant entièrement primitifs. Un château typique pouvait n'avoir qu'un seul puits profond, considéré comme trop précieux et vulnérable pour s'y fier exclusivement, complété par plusieurs citernes qui fournissaient des sources d'eau de secours. Pendant les sièges, lorsque les ennemis pouvaient tenter d'empoisonner les puits ou de couper l'accès à l'eau extérieure, ces citernes faisaient la différence entre une défense réussie et une reddition forcée. L'avantage hivernal des citernes correctement construites était considérable. Les citernes souterraines, isolées par la terre et souvent par d'épaisses murailles de pierre, maintenaient des températures relativement stables. Le grand volume d'eau lui-même fournissait une inertie thermique. Tout comme un océan se refroidit et se réchauffe plus lentement que la terre qui l'entoure, une grande masse d'eau résiste aux changements de température qui gèleraient rapidement une petite flaque. L'eau stockée en automne, avant l'arrivée du grand gel, restait liquide tout l'hiver dans une citerne bien conçue. Même les citernes hors sol, si elles étaient construites avec des murs épais et couvertes pour être protégées, pouvaient résister au gel bien mieux que les sources d'eau à ciel ouvert. La citerne fonctionnait comme une réserve stratégique, assurant la disponibilité de l'eau lorsque les rivières gelaient, que les puits étaient difficiles d'accès, ou que les sources se tarissaient pendant les mois d'hiver plus secs. Cette infrastructure nécessitait les ressources d'institutions riches, les monastères avec leurs dîmes et leurs rentes, les châteaux avec leurs revenus féodaux, les autorités urbaines avec le pouvoir de taxer. Mais le même principe de collecte et de stockage de l'eau de pluie pouvait être adapté à des échelles beaucoup plus modestes, apportant les avantages de la sécurité hydrique aux ménages ordinaires de l'Europe médiévale grâce à des systèmes qui nécessitaient beaucoup moins d'investissement en construction. Tandis que les monastères et les châteaux construisaient d'impressionnantes citernes en pierre, les ménages médiévaux ordinaires employaient le même principe fondamental
à une échelle adaptée à leurs ressources. Ils recueillaient la pluie de leur toit et la stockaient dans des tonneaux. Cette pratique, qui semble presque trop évidente pour être mentionnée, nécessitait des composants technologiques qui n'étaient pas universellement disponibles au début du Moyen Âge en Europe. Les Romains avaient apporté en Grande-Bretagne des systèmes sophistiqués de collecte d'eau de pluie avec des toits en tuiles, des gouttières et un drainage. Lorsque l'autorité romaine s'est effondrée et que la culture des villas a disparu, une grande partie de ce savoir a cessé d'être utilisée. Ce sont les Normands, arrivant au XIe siècle, qui ont réintroduit ces techniques de collecte d'eau en s'appuyant sur les innovations romaines retrouvées et en y ajoutant leur propre perfectionnement. Le système commençait par le toit lui-même. La pluie tombant sur les toits de chaume s'infiltrait en grande partie ou s'écoulait en nappes, difficile à collecter efficacement. Les toits en tuiles ou en ardoise, cependant, offraient des surfaces lisses qui canalisaient l'eau de manière prévisible. Les gouttières, la technologie intermédiaire cruciale, recueillaient ce ruissellement et le dirigeaient là où il était nécessaire. Les premières gouttières médiévales étaient simplement des auges en bois ou en pierre doublée, fixées au bord du toit. Le plomb est devenu le matériau de revêtement préféré pour ceux qui pouvaient se le permettre, facile à façonner, résistant à la corrosion et durable malgré son coût. Ces gouttières alimentaient des tuyaux de descente qui dirigeaient le flux vers des récipients de stockage positionnés pour le recevoir. Pour les ménages, le stockage signifiait généralement des tonneaux en bois, la même tonnellerie qui contenait la bière, le vin et les aliments conservés. Un ménage pouvait avoir plusieurs tonneaux dédiés à l'eau de pluie, positionnés au coin du bâtiment où les tuyaux de descente livraient le ruissellement collecté. Les ménages et les institutions plus riches utilisaient de grandes citernes en pierre, parfois enduites à l'intérieur pour éviter les infiltrations et la contamination. La taille du stockage déterminait combien de temps un ménage pouvait se débrouiller sans accès à d'autres sources d'eau, un calcul critique dans les régions où les hivers apportaient des gels prolongés ou où les saisons sèches faisaient baisser le niveau des puits. La stratégie hivernale pour les systèmes d'eau de pluie impliquait un calendrier et une planification minutieux. Tout au long de l'automne, alors que les pluies tombaient fréquemment et que les températures restaient modérées, les ménages remplissaient leurs tonneaux et leurs citernes à pleine capacité. Cette eau stockée, protégée des éléments à l'intérieur des tonneaux ou des citernes souterraines, servait de réserve lorsque l'hiver bloquait les autres sources dans la glace. Même les tonneaux hors sol, s'ils étaient conservés dans des endroits relativement abrités et remplis à pleine capacité, résistaient au gel plus longtemps que l'eau à ciel ouvert. Le grand volume d'eau avait une inertie thermique que les petites flaques n'avaient pas, et le tonneau lui-même fournissait une isolation et une protection contre le vent. Bien que la surface puisse geler par grand froid, l'eau en dessous restait souvent liquide et accessible. Cette démocratisation de la technologie de stockage de l'eau signifiait que les ménages de tout l'éventail social pouvaient mettre en œuvre une version de la collecte d'eau de pluie. Les riches avaient de grandes citernes en pierre alimentées par des systèmes de gouttières élaborés en plomb et connectés à une infrastructure de drainage sophistiquée. Les paysans avaient des tonneaux en bois positionnés sous les bords des toits de chaume. Le principe restait identique, seule l'échelle et la sophistication variaient. Chacun pouvait mettre en œuvre une forme de stockage d'eau qui offrait une protection contre la pénurie, que cette pénurie provienne de la sécheresse ou de l'emprise glaciale de l'hiver. Mais la collecte d'eau de pluie consistait fondamentalement à stocker l'eau qui tombait du ciel. Elle répondait à la pénurie, mais ne créait pas de nouvelles sources. Pour les communautés dépendantes des rivières et des canaux, que ce soit pour l'eau potable ou pour le transport qui soutenait leurs économies, le gel présentait un défi différent. Un défi qui nécessitait non pas du stockage,
mais une intervention active pour accéder à l'eau liquide, qui coulait souvent encore sous la glace. Le petit âge glaciaire a provoqué une crise aux Pays-Bas qui menaçait à la fois le commerce et la survie. Le réseau de canaux et de rivières qui reliait les villes et facilitait le commerce, qui avait coulé librement pendant des siècles, gelait désormais complètement avec une fréquence et une sévérité croissantes. Les navires ne pouvaient plus se déplacer. Les marchés ne pouvaient plus être approvisionnés. Mais, tout aussi critique, les villes qui puisaient leur eau potable dans les rivières et les canaux trouvaient leurs sources bloquées sous la glace. La solution développée au 14e et 15e siècle était à la fois directe et ingénieuse. Briser la glace et la maintenir brisée. Le déblaiement systématique de la glace des voies navigables a commencé au début du 14e siècle, initialement comme une opération manuelle. Des ouvriers équipés de haches, de crochets et de scies s'aventuraient sur la glace au bord des canaux et des rivières, taillant la surface gelée pour créer des chenaux pour les petits bateaux ou pour accéder à l'eau en dessous pour boire et brasser. C'était un travail dangereux et éreintant, rendu plus difficile par le fait que la glace recommençait à geler dès que les hommes cessaient de travailler. Le travail requis était considérable et les résultats étaient temporaires. Ce dont les communautés avaient besoin, c'était d'une méthode plus efficace, quelque chose qui pourrait briser la glace plus rapidement et garder de plus grandes sections de voies navigables ouvertes plus longtemps. En 1383, la ville belge de Bruges a déployé ce qui pourrait être le premier brise-glace spécialement conçu jamais enregistré. Une barge spécifiquement conçue pour dégager les douves de la ville. Le poids du navire était son principal outil. Tirée sur la glace par des équipes de chevaux, la masse de la barge appuyait sur la surface gelée jusqu'à ce qu'elle se fissure et se brise. Le succès de cette innovation fut immédiat et évident. En peu de temps, Bruges avait acheté 4 de ces navires, un investissement municipal important qui reflétait à la fois la gravité du problème et l'efficacité de la solution. Au 15e siècle, l'utilisation de brise-glace était bien établie dans toute la Flandre. Des villes comme Oudenaarde, Courtrai, Ypres, Furnes, Dixmude et Hulst entretenaient toutes des navires ou des équipes de brise-glace. De 1491 à 1492 fut particulièrement rigoureux, et les archives montrent que Oudenaarde a fait fonctionner ses brise-glaces pendant au moins 26 jours consécutifs, une campagne soutenue contre la glace qui démontre à la fois la persistance du problème et l'engagement à le résoudre. L'opération de bris de glace combinait la puissance mécanique et humaine. Les navires eux-mêmes étaient généralement des barges ou des navires à faible tirant d'eau traînés sur la glace par des chevaux attelés en équipe. Le poids du navire fissurait la glace, puis des équipes d'hommes avec des haches et des scies travaillaient à ses côtés, élargissant les brèches et dégageant les morceaux brisés. Cela permettait au navire de progresser, créant un chenal d'eau libre dans son sillage. La technique fonctionnait mieux lorsque la glace était assez épaisse pour supporter les chevaux et les hommes, mais pas si épaisse que le poids du navire ne pouvait pas la fissurer, une fenêtre étroite qui nécessitait jugement et expérience pour être exploitée. Les brasseurs d'Amsterdam fournissent un exemple particulièrement éclairant de la manière dont l'intérêt commercial et le besoin de survie se sont croisés dans les opérations de bris de glace. Au milieu du XVIIe siècle, poursuivant les traditions médiévales de bris de glace, les brasseurs d'Amsterdam entretenaient collectivement un brise-glace tiré par des chevaux qu'ils utilisaient pour ouvrir la glace en hiver, sécurisant leur route en amont vers des sources d'eau de bonne qualité. Le brassage de la bière, qui était plus sûr que de boire de l'eau non traitée et servait de boisson de base pour une grande partie de la population,
nécessitaient des quantités substantielles d'eau relativement propres. Lorsque les voies navigables gelaient, les brasseurs ne pouvaient pas accéder à leurs sources en amont, et la qualité de leur bière en souffrait. En investissant collectivement dans une capacité de bris de glace, ils résolvaient à la fois un problème commercial et un problème de santé publique, puisque la bière qu'ils produisaient était ce que la plupart de la ville buvait quotidiennement. L'importance du bris de glace s'étendait bien au-delà du simple accès à l'eau. Les rivières représentaient des routes commerciales vitales dans tout le monde médiéval. Lorsqu'elles gelaient, le commerce s'arrêtait. Les marchandises ne pouvaient pas atteindre les marchés et la vie économique de régions entières ralentissait. Mais pour notre propos, l'importance réside dans la manière dont le bris de glace ouvrait l'accès à l'eau qui restait liquide sous la surface gelée. Même lorsqu'une rivière semblait complètement gelée, le courant continuait souvent sous la couche de glace. Briser cette surface permettait aux communautés de puiser de l'eau pour boire, cuisiner et brasser. Un accès à l'eau liquide au cœur de l'hiver, lorsque les sources de surface avaient disparu sous des mètres de glace. Le bris de glace répondait aux problèmes des rivières et des canaux gelés, mais il nécessitait de la coordination, de l'équipement et un effort collectif. Pour ceux qui n'avaient pas accès à de telles ressources organisées, la glace et la neige elles-mêmes pouvaient devenir la source d'eau à condition de pouvoir les collecter et les stocker correctement. Ce que l'hiver offrait en abondance gelée, l'ingéniosité médiévale a appris à le préserver. Lorsque les gens du Moyen Âge regardaient les champs de neige et les rivières prises dans la glace, les plus entreprenants d'entre eux y voyaient non seulement l'assaut de l'hiver, mais aussi une ressource récoltable. La collecte et le stockage de la glace et de la neige se sont développés en une industrie sophistiquée, en particulier dans les régions où les hivers apportaient un gel fiable, mais où les étés généraient une demande de refroidissement. Les ouvriers qui récoltaient la glace des lacs et des rivières gelées travaillaient avec des scies et des haches, coupant de gros blocs qui pouvaient peser des centaines de livres. Des chevaux traînaient ces blocs jusqu'à des installations de stockage, où l'isolation et une gestion minutieuse les préserveraient pendant des mois. C'était un travail dangereux, effectué sur des surfaces instables, souvent la nuit lorsque les températures les plus froides rendaient de la glace la plus solide. Mais les récompenses, à la fois économiques et pratiques, justifiaient les risques. Les principales utilisations de la glace récoltée révèlent beaucoup de choses sur les priorités et les distinctions de classe au Moyen Âge. La conservation des aliments arrivait en tête de liste. La viande et les produits laitiers, qui se gâtaient et en quelques jours à des températures modérées, pouvaient durer beaucoup plus longtemps lorsqu'ils étaient emballés dans la glace. Venaient ensuite les applications médicales. La glace pouvait soulager les fièvres et apporter du réconfort aux grands malades. Pour les riches, la glace rendait possible des luxes comme la crème glacée, l'horchata et d'autres boissons froides qui marquaient le consommateur comme une personne de moyens et de sophistication. Ce qu'il est crucial de comprendre, cependant, c'est que la récolte de glace restait principalement une pratique d'élite et commerciale. Les classes paysannes et serves, qui constituaient la grande majorité de la population, ne se souciaient pas particulièrement de garder leurs boissons au frais. Elles avaient généralement de l'eau ou, si elles étaient très chanceuses, du lait. L'infrastructure élaborée de la récolte de glace servait des marchés qui pouvaient payer des prix élevés, et non les besoins quotidiens en eau des ménages ordinaires. Les structures de stockage développées pour la glace témoignent d'une sophistication d'ingénierie impressionnante. En Espagne, les pozos de Nièvre, les puits à neige, ont été largement développés à partir du 16e siècle, bien que la pratique de la collecte de neige ait des racines plus anciennes. La neige des montagnes était collectée, transportée vers ces installations et compactée sous des couches de paille qui servaient d'isolant. Les structures elles-mêmes étaient des merveilles de refroidissement passif.
des trous profonds creusés dans le sol soutenaient des bâtiments circulaires au-dessus. Les chambres souterraines, ombragées par des murs épais et isolées par des matériaux soigneusement choisis, minimisaient le gain thermique de l'extérieur. La construction en dôme, utilisant des techniques de porte-à-faux ou de voûtes en croupe empruntées à l'architecture religieuse, créait des espaces à la fois structurellement solides et thermiquement efficaces. Le fonctionnement de ces installations nécessitait un travail coordonné à grande échelle. Après d'importantes chutes de neige hivernale, des équipes des villages environnants se rendaient dans les montagnes pour ramener de la neige. D'autres équipes travaillaient à l'intérieur des puits, écrasant la neige avec des planches de bois et l'alternant avec des couches de paille. La neige était battue dans de solides caisses en bois jusqu'à ce qu'elle se compacte en glace solide, puis soigneusement placée en rangée à l'intérieur de la cavité. Cette glace durait tout l'été, approvisionnant des villes comme Alzira, Xativa, Alcoy et Gandia. À Séville, la glace était transportée par des animaux pendant les heures nocturnes, lorsque les températures aidaient à la préserver, et vendue sur les marchés urbains. Le Yakçal persane représente peut-être la technologie de stockage de glace pré-industrielle la plus sophistiquée. Ces dômes coniques en briques de terre crue, s'élevant parfois à plus de 15 mètres de haut, abritaient des chambres souterraines où la glace d'hiver était stockée pour une utilisation estivale. Les structures intégraient des principes de réfrigération passive qui ne seraient pas formellement compris en termes thermodynamiques avant des siècles. Le refroidissement par évaporation, l'inertie thermique, l'isolation et la ventilation stratégique fonctionnaient tous ensemble pour garder la glace gelée pendant les étés torrides. La diffusion de cette technologie, comme celle du Khanat, a démontré comment le monde médiéval était interconnecté par les routes commerciales et les échanges culturels, les innovations se déplaçant sur de vastes distances à mesure que les gens reconnaissaient des solutions utiles à des problèmes communs. Pourtant, malgré toute la sophistication de la récolte et du stockage de la glace, ces opérations servaient principalement des objectifs commerciaux et d'élite. Elles se fournissaient un refroidissement de luxe, la conservation des aliments pour les marchands et des applications médicales pour ceux qui pouvaient se payer des médecins. Le ménage ordinaire confronté à un puits gelé ou à un chemin enneigé vers la rivière avait besoin de solutions plus simples et plus immédiates. Heureusement, la plupart des ménages possédaient l'outil nécessaire pour retransformer l'eau gelée en liquide: le feu. Chaque foyer médiéval, de la plus humble chaumière paysanne au plus grand château, entretenait un feu. Au début du Moyen Âge, cela prenait la forme de foyers ouverts positionnés au centre des pièces, avec des conduits de ventilation dans le toit permettant à la fumée de s'échapper. Le foyer servait de centre de la vie domestique, la source de chaleur, l'endroit où l'on cuisinait, le point de rassemblement de la famille. À la fin du Moyen Âge, en particulier à partir des XIIe et XIIIe siècles, les cheminées intégrées aux murs sont devenues de plus en plus courantes. On attribue à Aliénor d'Aquitaine l'introduction des cheminées murales dans les châteaux lorsqu'elle épousa Louis VII de France en 1137, et la technologie s'est largement répandue au cours du siècle suivant. Ces cheminées, plus efficaces que les foyers ouverts, sont devenus des éléments standards dans les grandes salles comme dans les chambres privées, complétés par d'autres méthodes de chauffage, notamment de lourdes tapisseries tissées qui ajoutaient une isolation aux murs de pierre et des pierres ou des briques chauffées qui pouvaient être réchauffées dans le feu et placées dans les espaces pour fournir une chaleur localisée. La capacité de chauffer de l'eau pour le brassage prouve clairement que les ménages médiévaux pouvaient facilement faire fondre la neige et la glace pour obtenir de l'eau potable. Le brassage de la bière, qui était courant dans toutes les classes sociales puisque la bière offrait une hydratation plus sûre que l'eau non traitée, nécessitait un chauffage important de l'eau.
La technique d'infusion consistait à mélanger des grains broyés avec de l'eau chaude, maintenue entre 148 et 156 degrés Fahrenheit, à laisser le mélange reposer pendant 1 à 3 heures, avant de faire bouillir le mou sur le feu. Les énormes pots en terre cuite utilisés à cet effet, les Kogelpotten, pouvaient contenir plus de 100 litres. Les segments de poêle à parois épaisses qui soutenaient ces pots permettaient un chauffage efficace de l'eau, fonctionnant de manière similaire aux poêles fusées modernes avec leur chambre de combustion fermée et leur transfert de chaleur maximisé. Si un ménage pouvait régulièrement chauffer 100 litres d'eau presque à ébullition pour le brassage, il pouvait certainement faire fondre quelques seaux de neige pour boire et cuisiner. Le processus pratique de fonte de la neige au foyer ne nécessitait aucun équipement ou connaissance particulière. La neige et la glace pouvaient être rentrées à l'intérieur dans n'importe quel récipient disponible et placées près du foyer où la chaleur ambiante les ferait fondre progressivement. Pour des résultats plus rapides, un récipient pouvait être placé directement sur ou près du feu lui-même. Le processus était simple, accessible à toute personne disposant d'un feu, et pouvait fournir de l'eau lorsque d'autres sources étaient gelées ou inaccessibles. C'était particulièrement précieux pendant les vagues de froid extrême, lorsque même l'effort de se rendre à un puits devenait difficile ou dangereux, ou lorsque la glace du puits s'avérait trop épaisse pour être brisée facilement. Pour les personnes âgées, pour les ménages avec de jeunes enfants, pour toute personne affaiblie par la maladie, la capacité d'obtenir de l'eau en rentrant simplement de la neige et en la faisant fondre près du feu qu'ils entretenaient, de toute façon, représentait une option de secours cruciale. La polyvalence du chauffage au feu s'étendait au-delà de la production d'eau. Ces mêmes pierres et briques chauffées utilisées pour réchauffer les chambres et les lits des châteaux démontraient la compréhension médiévale de l'inertie thermique. Les objets qui absorbaient la chaleur pouvaient la retenir et la libérer progressivement, prolongeant la chaleur fournie par le feu au-delà du voisinage immédiat des flammes. Ce principe s'appliquait également au chauffage de l'eau. Un grand récipient d'eau, une fois chauffé, restait utilisable pendant un certain temps, son volume fournissant une inertie thermique qui résistait à un refroidissement rapide. Pourtant, faire fondre la neige, bien que simple et accessible, nécessitait de rentrer de l'eau gelée à l'intérieur et d'appliquer de l'énergie pour la transformer. Pour ceux qui pouvaient accéder à des sources d'eau qui restaient au moins partiellement non gelées, des rivières et des ruisseaux qui maintenaient un courant sous la couverture de glace, une approche différente était logique. Au lieu d'amener l'eau gelée à la chaleur, ils brisaient les barrières de glace pour atteindre l'eau liquide qui coulait encore sous la surface gelée de l'hiver. Les communautés médiévales ne s'installaient pas au hasard dans le paysage. La présence de sources d'eau douce a fortement influencé l'endroit où les gens ont choisi de construire leurs maisons, de cultiver leurs champs et d'établir leurs villages. La corrélation entre une eau douce fiable et le développement communautaire était directe et observable. Les monastères, dont les règles exigeaient des établissements stables et permanents avec toutes les nécessités à portée de main, étaient stratégiquement situés près des ruisseaux et des rivières. Les villages se sont développés là où des sources émergeaient, ou là où les rivières fournissaient à la fois de l'eau et de l'énergie pour les moulins. Ce n'était pas une coïncidence, mais une planification délibérée basée sur la compréhension que l'eau était synonyme de survie et de prospérité. La physique qui permettait à certains ruisseaux et rivières de maintenir leur débit en hiver implique des principes que les gens du Moyen Âge comprenaient par l'observation, sinon par la science formelle. L'eau en mouvement résiste au gel bien plus efficacement que l'eau stagnante, car le courant crée une énergie cinétique qui perturbe la formation des cristaux de glace. Alors qu'un étang ou un réservoir pouvait geler complètement par grand froid, un ruisseau au courant rapide restait liquide ou, au pire, développait une couche de glace en surface
tout en maintenant un débit en dessous. La profondeur s'avérait tout aussi cruciale. Les eaux plus profondes, isolées par les couches supérieures et réchauffées par le contact avec la terre en dessous, restaient beaucoup moins affectées par la température de l'air que les flaques peu profondes. Les couches inférieures des rivières, même partiellement gelées, maintenaient souvent un débit tout l'hiver. Les ruisseaux alimentés par des sources bénéficiaient d'avantages supplémentaires, car l'eau souterraine émergeait à des températures relativement stables au-dessus de zéro, fournissant un apport continu de chaleur qui aidait à maintenir le débit. Certaines parties de Londres au Moyen Âge utilisaient la Tamise comme principale source d'eau de cuisine, même en hiver lorsque des blocs de glace pouvaient être visibles à la surface. Le volume énorme et le débit constant de cette grande rivière signifiaient qu'un gel complet était extraordinairement rare, bien que la Tamise ait effectivement gelé complètement pendant les hivers particulièrement rigoureux du petit âge glaciaire. Plus typiquement, cependant, l'accès à l'eau liquide sous une couverture de glace nécessitait simplement de la percer. Une tâche similaire au bris de glace effectué pour la navigation, mais à une échelle plus petite et plus localisée. Les latrines privées et semi-privées étaient couramment situées au-dessus de cours d'eau, de douves ou de fosses d'aisance, démontrant que l'eau courante restait accessible toute l'année pour au moins certains usages. La même eau qui emportait les déchets pouvait, en amont des sources de contamination, fournir de l'eau potable aux communautés soucieuses de leur gestion de l'eau. La technique pour accéder à l'eau à travers la couverture de glace était simple, mais exigeante en main-d'œuvre. À l'aide de haches, de scies ou même de lourdes perches, des individus ou des équipes perçaient la glace de surface pour atteindre l'eau courante en dessous. Ils créaient un trou de taille suffisante pour y plonger un seau, puiser de l'eau et la transporter chez eux. Le trou, bien sûr, regelait, nécessitant des bris répétés. Dans les communautés dépendantes d'un tel accès, cela devenait une tâche quotidienne, voire plusieurs fois par jour pendant les gels sévères. Le travail impliqué était important, surtout à mesure que la glace s'épaississait au cours d'une longue période de froid, mais l'alternative, pas d'eau du tout, rendait l'effort valable. Les gens du Moyen Âge ont fait preuve d'une compréhension sophistiquée de la gestion de la qualité de l'eau liée à l'utilisation des cours d'eau. Ils savaient qu'il fallait prélever l'eau potable en amont, avant que la rivière ou le ruisseau ne passe près des tanneries, des boucheries, des latrines et autres sources de contamination. Dans les villes à forte activité industrielle, les règlements municipaux ont établi très tôt des règles régissant où et comment les eaux usées ou polluées pouvaient entrer dans les voies navigables partagées. Ces réglementations n'étaient pas principalement motivées par une compréhension abstraite de la transmission des maladies, la théorie des germes était encore loin dans le futur, mais par une observation de cause à effet. L'eau en aval de certaines activités rendait les gens malades. Par conséquent, il fallait protéger les sources d'eau et réglementer les activités polluantes. Cette conscience environnementale, motivée par des besoins de survie immédiats, a créé un cadre pour la gestion de l'eau qui a bien servi les communautés. Pourtant, les efforts individuels et domestiques pour briser la glace et accéder à l'eau fonctionnaient plus efficacement lorsqu'ils étaient organisés au niveau communautaire. Le bien-être du village ou de la ville dépendait de l'accès à l'eau et le fardeau de maintenir cet accès pouvait être réparti plus équitablement grâce à l'organisation sociale. Cela nous amène à la dernière méthode. Une méthode qui ne concernait pas principalement la technologie, mais les structures sociales qui rendaient l'accès à l'eau en hiver durable. La plupart des villages médiévaux se situaient près de ruisseaux ou de rivières, mais ceux qui n'avaient pas un accès pratique à l'eau de surface dépendaient de puits creusés dans des endroits centralement accessibles. Ces puits représentaient une infrastructure essentielle, non pas une propriété privée, mais des ressources communales qui nécessitaient un entretien et une organisation collective.
La survie de la communauté dépendait du fonctionnement continu du puits, et le fardeau d'assurer ce fonctionnement était partagé selon les principes médiévaux d'obligation mutuelle et de responsabilité collective. Le fonctionnement quotidien de l'approvisionnement en eau dans les villages sans eau courante en dit long sur l'économie domestique et les rôles sociaux au Moyen Âge. L'eau devait être transportée de sa source à la maison, généralement à l'aide d'un joug, une pièce de bois portée sur les épaules avec des seaux attachés à chaque extrémité. Cet outil répartissait le poids sur les épaules et permettait à une personne de transporter des quantités substantielles, bien plus que ce qui pouvait être géré avec un seul seau à la main. La tâche de transporter l'eau incombait généralement aux jeunes femmes et aux enfants, qui pouvaient faire le trajet une fois par jour pour subvenir aux besoins de leur famille. Dès l'âge de 5 ou 6 ans, les enfants se voyaient confier des tâches adaptées à leur âge, et aller chercher de l'eau comptait parmi les premières responsabilités qu'ils assumaient. Ce n'était pas considéré comme une corvée, mais comme une contribution essentielle au foyer et une formation aux responsabilités d'adultes. Les jeunes femmes et les enfants qui transportaient l'eau fournissaient un service vital, libérant les adultes pour d'autres travaux tout en s'assurant que le besoin le plus fondamental de la famille était satisfait. L'organisation communautaire de l'entretien des puits fonctionnait par le biais de comités ou d'un consensus informel, selon la taille et la complexité de la communauté. Quelqu'un devait s'assurer que les puits étaient nettoyés à intervalles réguliers, que les mécanismes de treuil et de poulies restaient fonctionnels, et que les seaux, les cordes et les tuyaux étaient remplacés à mesure qu'ils s'usaient. Les matériaux disponibles à l'époque médiévale signifiaient que l'entretien était fréquent et continu. Alors que les périodes ultérieures utiliseraient des cordes en nylon tressées d'une durée de vie d'environ 2 ans, les communautés médiévales dépendaient de cordes en chanvre, en cuir ou en autres fibres naturelles qui ne duraient que quelques mois, surtout en cas d'utilisation intensive. Les seaux en bois ou en cuir s'usaient en environ 1 an, parfois moins. Le mécanisme du treuil, avec ses composants en bois soumis à une contrainte constante, nécessitait une inspection régulière et une reconstruction occasionnelle. Cet entretien n'était pas facultatif ou occasionnel, mais fondamental et continu. Les hivers imposaient des exigences d'entretien supplémentaires au-delà des cycles habituels de nettoyage et de remplacement. La glace de surface à la tête du puits devait être brisée régulièrement pour permettre l'accès des seaux. Les mécanismes de treuil et de poulies, rendus lents ou bloqués par l'accumulation de glace, devaient être maintenus fonctionnels malgré le froid. Les cordes, si elles devenaient saturées puis gelées, pouvaient se raidir au point d'être presque impossibles à manipuler et risquaient de se rompre sous la charge. Le couvercle du puits, essentiel pour prévenir la contamination et réduire la formation de glace, devait rester accessible et fonctionnel malgré l'accumulation de neige et de glace. Ces défis spécifiques à l'hiver nécessitaient un effort communautaire organisé. Non pas quelque chose qui pouvait être laissé à l'initiative individuelle, mais une responsabilité collective que tout le monde partageait parce que tout le monde dépendait de son succès. La gestion de l'eau en milieu urbain a évolué en complexité à la fin du Moyen Âge, à mesure que les villes se développaient et que les autorités civiques assumaient des rôles plus importants dans la fourniture d'infrastructures. La croissance des réseaux d'adduction d'eau, avec de l'eau canalisée depuis des sources ou des puits vers des fontaines publiques réparties dans les zones urbaines, reflétait à la fois la richesse croissante des villes et l'importance accordée à la fourniture charitable des produits de première nécessité. Les autorités civiques établissaient, entretenaient et réglementaient ces systèmes, traitant l'infrastructure de l'eau comme des biens publics dignes d'un investissement municipal. Certaines villes ont développé des réseaux sophistiqués qui allaient bien au-delà de simples puits, intégrant des systèmes de distribution par gravité, des fontaines publiques à intervalles réguliers et des réglementations régissant l'accès
et la qualité. La gestion de la qualité de l'eau dans les villes médiévales démontre que les Européens de cette période comprenaient la valeur de l'eau propre, même s'ils manquaient de la compréhension scientifique moderne de la manière exacte dont la contamination causait des maladies. Dans les endroits où il y avait de l'industrie, tanneries, teintureries, boucheries, les règlements municipaux ont établi des règles très tôt. Ces lois régissaient où et comment les eaux usées ou les déchets industriels pouvaient entrer dans les voies navigables partagées, protégeant les sources d'eau potable de la contamination évidente. La spécificité de ces réglementations et le fait qu'elles étaient appliquées avec des sanctions révèlent que la protection de l'eau était prise au sérieux comme une question de santé publique et de bien-être communautaire. Le puits communal, avec son entretien organisé et sa responsabilité partagée, représentait plus qu'une simple source d'eau. Il incarnait la compréhension médiévale que la survie dépendait de la coopération, que certaines ressources étaient trop critiques pour être laissées au contrôle individuel, et que les communautés fonctionnaient mieux lorsque les obligations et les avantages étaient répartis équitablement. Le trajet quotidien du porteur d'eau, les inspections du comité d'entretien, l'effort collectif pour briser la glace et assurer l'accès en hiver, toutes ces activités créaient des liens et renforçaient les structures sociales qui maintenaient la cohésion des communautés médiévales. La gestion de l'eau, en ce sens, était un microcosme de la société médiévale elle-même, hiérarchique mais interdépendante, organisée autour des nécessités de survie et soutenue par une compréhension partagée que le bien-être individuel et le bien-être communautaire étaient inséparables. Les 10 méthodes que nous avons explorées révèlent une vérité fondamentale sur l'accès à l'eau au Moyen Âge. Les communautés ne se fiaient pas à une seule approche, mais développaient des systèmes superposés de redondance et d'adaptation. Les puits profonds constituaient la source principale pour la plupart des communautés sédentaires, leur eau restant fiablement non gelée grâce à la terre isolante au-dessus de la ligne de gel. Là où la chance géologique offrait des sources naturelles ou des eaux thermales, celles-ci devenaient des ressources précieuses, entretenues et parfois sanctifiées. Les systèmes de kyanat, apportés de l'Ouest par transfert de technologie, offraient un transport souterrain sophistiqué qui défiait l'assaut de l'hiver. Les monastères et les châteaux investissaient dans des citernes qui stockaient l'eau contre la pénurie, tandis que les ménages plus humbles recueillaient l'eau de pluie dans des tonneaux. Lorsque les rivières gelaient, les brises-glaces ouvraient l'accès au courant en dessous. La glace et la neige étaient récoltées et stockées par ceux qui avaient des intérêts commerciaux ou des ressources aristocratiques. Les ménages ordinaires faisaient fondre la neige dans leur foyer lorsque c'était nécessaire. Les cours d'eau maintenaient une partie de l'eau liquide accessible à travers la glace brisée. Et sous-jacente à toutes ces solutions techniques, l'organisation communautaire assurait que l'entretien était fait, que l'accès restait équitable et que le fardeau de l'approvisionnement en eau en hiver était partagé plutôt qu'individuel. Cette approche, de multiples méthodes simultanées adaptées aux conditions locales et aux ressources disponibles, représente une gestion des risques sophistiquée. Si une source venait à manquer, d'autres restaient disponibles. Si un gel particulièrement sévère rendait les puits difficiles d'accès, l'eau de pluie stockée ou la neige fondue offraient une solution de secours. Si les citernes se vidaient, le bris de glace ou l'accès aux sources comblait le manque. Le système était résilient précisément parce qu'il était diversifié, réparti et adapté à la géographie, aux ressources et à l'organisation sociale spécifique de chaque communauté. Il ne s'agissait pas d'une survie primitive basée sur la chance ou la souffrance face à l'adversité. C'était une adaptation environnementale active basée sur des connaissances en ingénierie, une expérience pratique et une coopération sociale. L'hypothèse courante selon laquelle les peuples médiévaux étaient primitifs, ignorants
ou victimes impuissantes de leur environnement, s'effondrent sous le poids des preuves. Les bâtisseurs médiévaux comprenaient suffisamment la thermodynamique pour positionner les puits en dessous de la ligne de gel et concevoir des citernes qui résistaient au gel. Ils maîtrisaient suffisamment l'ingénierie hydraulique pour construire des systèmes de distribution d'eau par gravité, entretenir des canats sur des kilomètres de tunnels souterrains et bâtir des systèmes de drainage élaborés qui canalisaient efficacement l'eau de pluie. Ils ont organisé des structures sociales capables d'entretenir des infrastructures essentielles par un effort commun, de réglementer la qualité de l'eau pour protéger la santé publique et de s'assurer que même les membres les plus pauvres de la communauté avaient accès à l'eau nécessaire à leur survie. Ces réalisations ne représentent ni l'ignorance ni la primitivité. Elles démontrent une connaissance, une compétence et une sophistication sociale qui remettent en question le terme méprisant de « âge sombre », souvent appliqué à cette période. Le transfert de technologie entre les mondes islamiques et chrétiens, entre différentes régions d'Europe et à travers les générations, a préservé et élargi la base de connaissances qui a rendu ces réalisations possibles. Les systèmes de Kanat se sont répandus vers l'ouest depuis la Perse. Les techniques de bris de glace se sont développées aux Pays-Bas. L'utilisation des sources thermales s'est poursuivie de l'époque romaine à l'époque médiévale. Les réseaux monastiques ont partagé les innovations en matière de gestion de l'eau sur de vastes distances. Le monde médiéval était interconnecté par les routes commerciales, les chemins de pèlerinage, la correspondance monastique et le mouvement des artisans qualifiés. Les bonnes idées se sont répandues parce qu'elles résolvaient de vrais problèmes, et les communautés les ont adaptées aux conditions locales. Ce n'était pas une période statique et isolée, mais une période d'échange dynamique et d'adaptation continue. En regardant en arrière de notre perspective moderne, lorsque nous observons la gestion de l'eau au Moyen Âge avec les yeux d'aujourd'hui, nous découvrons que de nombreux principes employés à l'époque restent pertinents maintenant. Les puits sont toujours forés en dessous de la ligne de gel en utilisant exactement la même compréhension de la température du sol que celle appliquée par les puisatiers médiévaux. Les citernes restent des composants importants de l'architecture durable et des stratégies de conservation de l'eau, avec des systèmes modernes de récupération d'eau de pluie employant des principes que les ménages médiévaux trouveraient tout à fait familiers. Le regain d'intérêt pour les technologies traditionnelles de l'eau. Des canats, fonctionnant encore après des siècles aux techniques de refroidissement passif utilisées dans les glacières, démontrent que la sagesse fondamentale de l'ingénierie transcende les âges technologiques. Les solutions médiévales à l'accès à l'eau en hiver n'ont pas été rendues obsolètes par la technologie industrielle. Elles ont été incorporées, affinées et adaptées dans la pratique moderne. Les leçons de l'adaptation médiévale au petit âge glaciaire parlent également aux défis contemporains. L'Europe médiévale a été confrontée à un changement climatique spectaculaire, une baisse de température de 2 degrés Celsius qui a transformé les régimes météorologiques, gelé des rivières qui avaient coulé librement pendant des siècles et nécessité une adaptation complète des infrastructures et des pratiques. Les communautés qui ont coopéré, qui ont investi dans des systèmes redondants, qui ont partagé les connaissances et entretenu des infrastructures collectives ont survécu et même prospéré. Celles qui n'ont pas réussi à s'adapter ou qui ont laissé leur système d'eau s'effondrer ont été confrontées à la famine, à la maladie et au dépeuplement. Le parallèle avec les défis climatiques contemporains n'est pas exact, mais la leçon fondamentale demeure. L'ingéniosité humaine et la coopération sociale peuvent répondre efficacement au changement environnemental lorsque les communautés s'engagent dans les investissements et les adaptations nécessaires. La pénurie d'eau, qu'elle soit causée par la sécheresse ou par le gel,
reste un défi crucial pour les communautés du monde entier. Les stratégies médiévales que nous avons examinées, des sources diversifiées, le stockage pour les périodes de pénurie, la gestion communautaire des ressources partagées, l'adaptation aux conditions locales et la volonté d'investir dans les infrastructures restent toutes des approches pertinentes. Le plus important est peut-être la compréhension médiévale que l'accès à l'eau est trop critique pour être laissé au hasard ou à l'effort individuel. Il nécessite une action collective, un entretien soutenu et la reconnaissance que le bien-être de la communauté dépend de la garantie que chacun ait accès à cette nécessité la plus fondamentale. Merci de m'avoir rejoint dans cette exploration de la manière dont les peuples médiévaux s'approvisionnaient en eau pendant les conditions hivernales les plus rudes. J'espère que vous avez découvert que nos ancêtres étaient bien plus intelligents, plus savants et plus capables qu'on ne leur en attribue souvent le mérite. Leur solution à la crise de l'eau en hiver démontre l'ingéniosité remarquable qui émerge lorsque la survie en dépend. Si vous avez apprécié cette exploration de l'ingénierie et de l'organisation sociale médiévale, je serais ravi que vous donniez un j'aime à cette vidéo et que vous vous abonniez pour plus d'analyses approfondies sur des questions historiques qui révèlent une sophistication inattendue dans le passé. Partagez cette vidéo avec toute personne intéressée par l'histoire, l'ingénierie, l'ingéniosité humaine ou la question de savoir comment les gens vivaient réellement à des époques que nous qualifions trop facilement de primitives. Laissez un commentaire pour me dire quelle méthode vous a le plus surpris. Étaient-ce les navires brise-glace de Flandre, les canats souterrains s'étendant jusqu'en Sicile, ou peut-être la simple efficacité de faire fondre la neige dans l'âtre du foyer? D'ici la prochaine fois, restez curieux du passé, car comprendre comment nos ancêtres ont résolu leurs défis nous donne une perspective sur les nôtres.